Vous êtes de retour à la Force de l'info sur CFLX 95.5, la radio communautaire de l'Estrie. Et comme on l'a dit avant la pause musicale, nous avons la chance d'avoir Mme Hébert, Geneviève Hébert, députée de Saint-François. Mme Hébert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner cette entrevue-là. Ça va être une entrevue assez intéressante. Bien, merci de l'invitation. On va couvrir, comme on l'a dit avant la pause musicale, plusieurs sujets. Donc, on va aller directement, compte tenu du nombre de questions, on va aller en force avec la première question. Vous avez été pendant près de 15 ans une entrepreneur dans la région de Sherbrooke. Est-ce que vous avez l'impression que ces années-là vous ont préparé à être député aujourd'hui? Oui, parce que il y en a beaucoup aussi pendant la campagne électorale qui s'appelaient à dire que je me souciais beaucoup du service citoyen, donc comme un service à la clientèle. Donc, on veut s'assurer que les citoyens, leurs besoins, leurs attentes, ce qu'ils vivent, leur réalité correspondent bien avec les enjeux que nous, on veut débattre au gouvernement, les projets de loi, les mesures, les règlements qu'on veut faire. Donc, oui, j'avoue que d'avoir été entrepreneur, j'ai un grand souci du bien-être de mes citoyens. Donc, vous avez à cœur l'importance de parler aux citoyens, d'aller vers eux. Vraiment, là. Pour s'assurer que qu'est-ce qu'on fait à Québec, c'est cohérent avec ce que les gens vivent en région. Et justement, est-ce qu'il y a des enjeux qui ressortent depuis le début, durant votre campagne électorale? Probablement qu'il y a des gens qui vous ont apporté des enjeux assez importants. Est-ce qu'il y a des enjeux qui ont ressorti là, durant les derniers mois? Écoutez, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, les gens voulaient qu'on tienne notre bout pour le projet de loi 21, la laïcité de l'État. Ça a été quelque chose qu'on a été interpellé énormément. Ensuite, toutes les personnes vulnérables qui ont été négligées par les gouvernements passés. On parle des aînés, des enfants, problèmes d'apprentissage, on parle des soins de santé, les travailleurs de la santé. Donc ça nous a été... on s'est prononcé, on a pris des engagements, mais les gens tiennent à ce qu'on tienne nos engagements. Puis moi, je suis fière de dire que j'ai un premier ministre qui veut réaliser tous ces engagements. On va continuer avec votre parcours qui a beaucoup d'implications quand même dans votre parcours des dernières années. Vous avez participé au projet Rue principale de 2006 à 2011. D'abord, pouvez-vous expliquer c'est quoi ce projet-là? Bien, c'est un projet de revitalisation puis de dynamisme de la ville de l'Est de Sherbrooke. En réalité, ce qu'on voulait, c'était revitaliser tout ce qui était la rue, donc autant au niveau de l'animation, donc rendre la rue plus dynamique, plus animée, mais en même temps aussi toutes les rénovations de façade, donner le goût de marcher la rue King-Nies. Puis j'ai été porte-parole du projet Rue principale pendant 5 ans. Je l'ai porté, j'étais moi-même propriétaire de la boutique Merpoule entre la 7e et la 8e avenue, qui est vraiment le cœur de l'artère piétonnière, là, qu'on marche beaucoup. Alors, on a fait des concours façade fleurie, Noël en lumière, on a le défilé du Père Noël qui passe sur la rue aussi. On faisait de l'animation avant la parade, les chocolats chauds. Donc, ça a été vraiment pour rendre la rue plus dynamique, plus animée, que les gens aient le goût de se réapproprier l'Est, la rue King-Nies, qui était un peu négligée par le passé. Et je suis très fière de voir qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que là, il y a eu un petit essoufflement. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'engagement de mettre mon bureau, donc de déménager sur la rue principale pour vraiment être au cœur de l'action. Puis peut-être que la députée pourra donner un second souffle à ce projet rue principale. D'ailleurs, que là, on a relancé façade fleurie cette année. Alors, il y a plein d'autres projets qui s'en viennent. Puis, je suis derrière eux pour qu'on puisse continuer cette belle lancée-là. Puis les gens sont très fiers d'encourager le commerce local dans l'Est de Sherbrooke. Les gens aiment encourager leur pharmacie, leur épicerie, le végétarien. Donc, c'est pour ça que c'est important de rendre ça dynamique puis beau en même temps. Donc, si je comprends bien, c'est une question de réappropriation, que les gens reprennent l'habitude d'aller voir leurs commerçants locaux, là. Oui, ils le faisaient déjà, mais qui ait plus la chance de le marcher. Donc, que c'est beau, on a mis des bancs de parc, il y a des jardinières. Donc, il y a beaucoup de commerçants qui ont mis de l'aménagement en façade, qui est des vivaces. Donc, à chaque année, ils ont un peu d'entretien, mais elle est belle, là, la rue King-Nies à marcher. Il y a encore des améliorations à faire, mais il y en a qui ont fait des beaux travaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un impact positif qui s'est dégagé? Comment on peut... est-ce que vous avez constaté des impacts là, de ce projet-là? Bien, il n'y a pas tant de locaux vacants sur la rue King-Nies. Donc, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ce qui fait que les gens ont le goût d'établir leur commerce. Des commerces de proximité, c'est ça la rue King-Nies, mais en réalité, c'est ce qui fait la beauté aussi. Puis, dans l'Est, là, on aime justement s'encourager l'un l'autre. Les citoyens aiment ça.
idéalement, là, on essaie de tout trouver chez nous avant de traverser le pont. Mais ça fait longtemps, c'est historique. Ça a toujours été comme ça dans l'Est. Donc, c'est juste de pouvoir bien se rapproprier notre milieu. Même visuellement, la différence est assez marquante, là. Entre, on va dire, 2005 jusqu'à aujourd'hui, là, visuellement, il y a un esthétisme qui a été ajouté, là. Oui, la ville a beaucoup investi aussi. Ils ont planté des arbres, donc les lampadaires ont changé. Donc, il y a une volonté de la ville, mais il y a une volonté de la communauté aussi. Donc, je pense que ça a fait un match parfait. D'ailleurs, on s'est inspiré du succès de rue principale dans l'Est pour l'établir à Saint-Élie, le faire à Lennoxville, à Brompton. Donc, ils ont chacun leur projet un peu rue principale, mais ça s'est inspiré du succès qu'est-ce qu'on a fait dans l'Est. Est-ce que c'est le même objectif que vous poursuiviez quand vous avez été administratrice de la Chambre de commerce de Fleurimont et que vous avez participé là, à plein de projets, entre autres le défilé de Noël? Est-ce que l'intention, c'était la même de revitaliser le centre-ville de Fleurimont? Bien, c'était de dynamiser le secteur, vraiment, là, que les gens soient fiers, d'encourager. Comme on dit, plus qu'on fait d'activités sur notre tronçon, bien, ça va aider les commerçants à s'y établir, ça va aider ceux qui sont déjà établis. Donc, c'est une façon de redonner à la communauté pour que les gens aient le goût de s'établir dans l'Est de la ville de Sherbrooke, puis bien, qui s'extensionne jusqu'à Fleurimont, là. Donc, créer le sentiment d'appartenance. Oui, exactement. C'était central dans cette idée-là. En parlant d'implication, durant les élections municipales de 2017, vous étiez présenté là, au district Hôtel-Dieu pour le renouveau sherbrookois. Pourquoi avoir voulu faire ce saut-là à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait des idées ou un enjeu que vous vouliez défendre? En réalité, j'étais approchée parce que j'avais fait la campagne de M. Louis Dobrochu, qui a été autant conseiller municipal à Fleurimont à l'époque, puis avec la fusion à Sherbrooke. Et lors de sa dernière campagne, si je me souviens bien, c'était en 2003, 2007, excusez-moi. Donc, j'ai fait campagne avec lui et j'ai fait du porte-à-porte et j'avais le goût de servir les citoyens. Je venais de vendre mon commerce, ça faisait pas très longtemps. Et j'avais le goût vraiment de faire quelque chose de plus pour ma communauté, autre que ce que j'avais déjà fait. Donc, j'ai vu qu'avec, justement, M. Brochu, on faisait du porte-à-porte, on écoutait les gens. C'était vraiment de la politique de proximité. Donc, j'avais fait ça comme ça. J'ai dit, si jamais vous prenez votre retraite, peut-être que ça m'intéresserait de me lancer en politique. Mais il s'est passé 4 ans. Il m'avait donné des petits trucs. Je me disais, faut que tu t'impliques dans le niveau communautaire et tout. Mais j'avais un nouvel emploi avec Habitation Plus. Donc, je me suis moins impliquée. Donc, quand j'ai vu les élections municipales approcher, je ne les ai pas relancées parce que je me suis dit, bof, je ne suis peut-être pas encore assez prête. Mais c'est eux qui sont venus me chercher le renouveau sherbrookois. Puis là, ils ont dit, écoute, ça va te permettre de faire tes classes. C'est sûr que tu as un adversaire de taille qui était Rémi Demers. Mais il dit... écoute, tu vas voir si tu aimes ça. Puis, mais moi, je fais pas les choses à moitié. Donc, j'ai fait une très belle campagne. Et je suis très fière de dire, j'ai tout frappé aux portes. Si j'ai pas frappé à votre porte, c'est que je l'ai pas trouvé. C'est simple. Donc, j'ai vraiment fait mon porte-à-porte. C'est ce que j'ai adoré. C'est ce que j'aime encore faire. Puis des fois, je trouve qu'au provincial, on en fait un peu moins. On n'a pas le temps. Le territoire est tellement grand. Mais ce contact-là, direct avec les citoyens, d'aller à leur rencontre, dans leur milieu, leur maison, de savoir leur réalité, c'est comme ça qu'on est capable de comprendre et de mieux porter certains projets, certains enjeux pour notre région. Parce que là, on voit vraiment les gens dans le vif du sujet. Et j'imagine que ça vous a initié à ce qui a suivi. Donc, en 2018, vous êtes présenté pour Saint-François pour la CAQ. Donc, vous êtes servi, j'imagine, de cette expérience-là pour l'appliquer à ces élections-là. Oui. Bien, d'ailleurs, encore là, c'est pas moi qui est allé relancer la CAQ. C'est eux qui sont venus me chercher parce qu'ils ont entendu que j'avais fait une excellente campagne au municipal. Et ils cherchaient une femme dans Saint-François. Donc, ils ont cogné à ma porte. C'est sûr et certain que j'ai pris un bon moment de réflexion parce que là, on s'entend que c'était des plus grosses chaussures à chausser, le provincial. Et il y avait tout à bâtir dans Saint-François. Ouais. Il n'y avait jamais eu vraiment de candidat qui avait mené une campagne. Donc, il n'y avait pas de bénévoles ou presque pas. Donc, il n'y avait pas de comité d'action locale. C'était vraiment tout à bâtir. Mais ça a été une très belle expérience. Et oui, j'ai pu profiter de l'expérience du municipal, de la campagne. D'ailleurs, je faisais partie d'une équipe. Et c'était pour ça que j'étais embarquée au municipal, faire partie d'une équipe parce que je suis une femme d'équipe. Et là, ce que j'aimais, c'est qu'avec la Coalition Avenir Québec,
eux, ils étaient déjà une équipe qui était prête à nous supporter aussi. Donc, voilà. Est-ce que c'est les mêmes enjeux en 2018 qui vous ont porté à vous présenter comme candidate au provincial, ou est-ce qu'il y avait un enjeu en particulier qui vous a animé là, pour vous porter candidate? Pour prendre ma décision d'embarquer avec la Coalition Avenir Québec, on m'avait fait une suggestion avant de prendre ma décision, c'était de lire le livre de M. Legault, son projet Saint-Laurent. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu son livre, et quand j'ai découvert l'homme qui est M. Legault, François Legault, quand on découvre l'homme et qu'on voit à quel point que il aime le Québec, qu'il veut que les Québécois se réapproprient leur richesse, que notre fierté d'être Québécois, redonner cette fierté-là aux Québécois, notre langue, notre culture, notre histoire, notre patrimoine, c'est à quel point que quand j'ai lu le livre, j'ai voulu suivre cet homme-là, puis c'est avec la Coalition Avenir Québec. Donc, je dirais, moi, les enjeux santé, les enjeux l'éducation, ça me rejoignait déjà toutes, mais ma priorité, c'était de redonner cette fierté-là aux Québécois. On est une belle province, mais on est dans le Canada. Puis, oui, bien, si vous me permettez une question, en fait, justement, vous me parlez d'enjeux de projet et lors de votre... au moment où vous avez... on a confirmé votre victoire, justement, et même à l'Assemblée nationale, lors de votre discours, vous avez amené quelques enjeux qui vous étaient importants. Notamment, j'en ai pris 2 en note, mais il y en avait plusieurs qui étaient tous intéressants. Notamment, l'aide aux agriculteurs de Saint-François. Oui. Pour la modernisation, si je me souviens bien, de leur stock. Et aussi des solutions pour le sous-financement du Cégep de Sherbrooke. Oui. Et ma question par rapport à ça, c'est est-ce que pour vous, est-ce que vous portez un projet en particulier qui vous est plus intéressant ou plus personnel? Bien, il y a des enjeux qui sont importants à la circonscription. On va parler de la piscine du Cégep de Sherbrooke. Ouais. Donc, on est à moins 2 ans d'une fermeture si on n'agit pas maintenant. Les enjeux sont importants. Je l'ai souligné au ministre, justement, puis à tous ceux qui gravitent autour de ce projet-là. Donc ça, je le porte réellement parce que c'est un enjeu qui n'est pas juste pour Saint-François, qui est pour la ville de Sherbrooke, mais qui est pour aussi toutes les municipalités qui sont environnantes, qu'on va parler de Stoke, Ascot Corner, Stingus. Donc c'est vraiment un enjeu majeur dans Saint-François, la piscine. C'est sûr et certain que si on parle des agriculteurs, il y a des mesures déjà qui ont été annoncées avec le ministre de l'Agriculture et le premier ministre, mais c'est sûr, les jeunes agriculteurs, ils ont une difficulté s'approprier les terres, donc il y a les taxes aussi foncières, que c'est élevé. Donc, il y a des enjeux qui sont majeurs là-dessus. Quand on parle d'éducation, j'ai beaucoup d'écoles dans ma circonscription qui ont des indices de défavorisation de 10. Donc, on parle des maternelles 4 ans. On va parler d'agrandissement d'écoles. Donc, j'en ai plusieurs qui sont touchés par ça. Donc, c'est des projets comme Marie-Reine, l'École des Avenues. On a eu une belle annonce dernièrement. C'est sûr, quand on va dans la MRC de Quaticook, à Compton, l'école, ils veulent leur agrandissement. Ils ont déjà un pavillon, mais les enfants doivent se déplacer de l'école au pavillon. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. C'est une communauté qui est tissée serrée. Donc, alors, je travaille très fort avec eux. D'ailleurs, j'ai supporté cette année avec mon soutien à l'action bénévole, le comité de parents, parce qu'ils déboursaient ils devaient ramasser 6 500 $ par année pour être capable d'avoir les enfants au pavillon. La municipalité en fait déjà beaucoup, la commission scolaire aussi, mais à un moment donné, il fallait que les parents prennent une responsabilité et c'est ce qu'ils ont fait, donc pour alléger un peu le poids. Ensuite, il y a le centre d'initiative la région de Quaticook en agriculture, donc le CIARC. Ça aussi, il y a du financement récurrent. Ça fait quelque chose qu'ils ont demandé depuis je pense qu'on est rendu à 2 ans. Alors, on travaille très, très fort. J'ai hâte de faire des belles annonces. Ça s'en vient bien. Les dossiers cheminent bien. J'ai hâte de faire des annonces, mais chaque chose va en son... Comme on dit, il faut que chaque étape soit faite. C'est sûr et certain que quand on est un entrepreneur puis qu'on tombe en politique, il y a une petite frustration des fois au début, des lenteurs d'administration, de paperasse et tout. Mais j'ose espérer qu'avec notre gouvernement, qu'on est plus d'une quarantaine qui arrive du milieu d'entrepreneurs, qu'on va être capable de changer les choses puis accélérer les décisions. Mais justement, en parlant des nouvelles députés qui ont été élus, c'est une nouvelle cohorte quand même. La majorité des 75 députés de la CAQ sont nouveaux. Comment ça a été l'intégration de tant vous que vos collègues qui étaient nouveaux dans la députation?
Bien, c'est sûr et certain qu'il y a une adaptation pour plusieurs, mais en général, ça a bien été. Vous savez, la Coalition Avenir Québec, il y a eu un processus de sélection de candidats différent de ce qui est habituel. Donc, il n'y a pas d'investiture. Alors, souvent, on soumet notre CV, notre lettre d'intention. Il y a un processus d'entrevue. On rencontre le chef et après, c'est le chef qui décide avec le comité de sélection qui prend dans son équipe. Donc, le fait que ça soit notre chef, M. Legault, qui a décidé de chacune des personnes qui est dans l'équipe, ben, veut pas, on est très complémentaires chacun. Donc, il y a des forces, il y en a d'autres on a chacune nos forces. Donc, ça fait vraiment une belle dynamique au sein de notre caucus. Et je vous dirais que l'esprit de famille que notre chef a voulu créer, ben, c'est ce qu'on vit. Puis, vraiment, là, cet été, on s'écrit chacun, puis on s'ennuie les uns des autres parce qu'on a tellement vécu une belle dynamique. Puis la dernière fin de semaine qu'on a fait le projet de loi sous bâillon, ça l'a encore plus soudé l'équipe que jamais. Et les gens le voyaient, là. On était là, on n'était pas obligés d'être autant au Salon Bleu, mais on était tous derrière notre ministre. Et il y a vraiment une dynamique exceptionnelle. Et je pense que c'est ce qui fait que l'adaptation, c'est quand même assez bien faite là, dans chacun des comtés. Là. C'est sûr qu'il y a des petites frustrations à droite, à gauche, mais en général, là, c'est vraiment une belle chimie. Belle chimie. Est-ce que, et là, on n'a pas le choix de rentrer dans la session parlementaire, il y a eu des moments plus difficiles pour le gouvernement. Est-ce que les deux bâillons, à votre avis, auraient pu être évités pour le projet de loi 9 et 21? Est-ce qu'on a accordé suffisamment de temps pour les partis d'opposition pour pouvoir s'exprimer dans les dossiers? Oui. Je trouve qu'on a, à mon avis, puis j'ai siégé sur quelques commissions. Étant whip, j'ai pas vraiment siégé, mais à l'occasion, j'ai eu à remplacer des collègues. Et oui, la lenteur dans les commissions, que ça avançait pas avec quand on était en études détaillées, article par article. Je crois qu'il fallait qu'il y ait une décision qui soit prise et rapidement. Puis, c'est un projet que ça faisait 11 ans. Surtout pour la laïcité, là, qui se discutait. Donc, je pense que le tour de la question a été amplement médiatisé, amplement débattu pendant ces 11 années-là. Donc, je pense pas que d'avoir ajouté un 6 mois, ça, on l'aurait passé nécessairement parce qu'il y avait vraiment des idées très contradictoires par rapport à l'appui sur le projet de loi, là, qu'on parle de tous les partis confondus. Je vous dirais qu'on a été un gouvernement qui a été rassembleur. On a essayé de faire un projet de loi qui était... Il y en a qui trouvaient qu'on allait pas assez loin, puis il y en a qui ont trouvé qu'on allait trop loin. Donc, je pense qu'on a essayé de trouver le juste milieu. L'équipe du ministre a très bien travaillé. Donc, il y a eu des compromis qui ont été faits pour essayer d'être le plus rassembleur, pour personne perdre son emploi la journée où le projet de loi est sanctionné puis mis en application. Donc, puis l'immigration, ben il fallait changer les choses. Il fallait avoir le courage de le faire. Puis ça, on l'avait dit en campagne électorale. C'est sûr et certain que le changement, ça prend du courage, ça prend de l'audace, mais ça prend de l'écoute aussi. Puis je crois qu'on a un premier ministre avec l'équipe ministérielle qui ont une grande écoute de la population. Nous, en tout cas, en tant que députés, on se sent énormément écouté lors de caucus. Puis le premier ministre, souvent, il nous pose des questions, il réfléchit, puis il nous revient après avec les projets de loi. Puis je vous dirais que c'est vraiment en réalité avec ce que toutes nous, on a apporté comme information de nos régions. Parce que faire de la politique, il faut constamment rester connecté. Puis le meilleur moyen, là, c'est quand on revient dans nos circonscriptions, c'est de faire des activités, aller à la rencontre des gens, s'assurer que ce qu'on fait à Québec, c'est vraiment cohérent avec la réalité de ce qu'on vit dans les régions. Puis après ça, de le partager. C'est notre devoir en tant que député. Donc, voilà. D'aller à l'écoute des gens et de transmettre ça dans le vote qui sont faits dans les projets de loi. Mais c'est sûr qu'il y a une question qui est souvent revenue dans les médias, alors même que nous sommes en situation de pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs circonscriptions. Comment pouvons-nous justifier l'annulation de 18 000 dossiers d'immigration touchant jusqu'à 50 000 personnes? Est-ce qu'on aurait pu procéder autrement ou est-ce que le projet de loi obligeait de cette façon-là? Écoutez, le projet de loi, ce que ça fait, c'est qu'en réalité, les 18 000 dossiers, là, bon, premièrement, c'était plus 18 000 dossiers là, qui étaient annulés parce qu'il y en avait qui avaient été traités depuis qu'on avait déposé le projet de loi. Donc, on n'était plus à 18 000. Ensuite, le projet de loi, ce que ça fait, c'est que, oui, on cancelle ceux-là, sauf que on a simplifié les démarches. Donc, au lieu que ces 18 000 dossiers, si on prend la procédure normale, ça peut prendre jusqu'à 3 ans avant qu'il y ait une réponse. Si les gens
Puis on les remboursait, là, ceux qui avaient eu des frais pour appliquer. Donc, si les gens appliquaient dès maintenant, bien, on était capable de garantir en dedans de 6 à 9 mois. Donc, en réalité, oui, c'est plate pour les gens qui étaient déjà dans le processus, mais d'un autre sens, on vient de raccourcir. Donc, de s'engager, de faire 3 ans pour les autres, puis donc, on n'avait pas les ressources non plus gouvernementales. On ne voulait pas nécessairement engager de plus pour faire tout ça. Puis, on remboursait. Donc, c'est un choix. C'est un choix que notre gouvernement a fait. Puis, on était tous d'accord et derrière notre ministre de l'Immigration à ce sujet-là. Vous avez été nommé dès le début là, au bureau comme whip adjointe, un dossier quand même assez vital pour un caucus. Pourquoi pour les personnes qui sont moins familières avec la politique, c'est quoi le travail d'un whip? Un whip, je vous dirais, c'est comme un capitaine dans une équipe de hockey. OK? Donc, il y a l'équipe, il y a un capitaine, puis tu as le directeur général. Donc, le capitaine s'assure qu'il y ait un esprit d'équipe, que les plans de match soient clairs, c'est sûr que ça prend de la discipline. Ça prend de la cohésion, ça prend une solidarité. Donc, c'est ça. Puis moi, je suis comme l'assistante capitaine. Donc, j'aide mon whip justement à m'assurer qu'aux présences, moi, je m'occupe beaucoup plus du salon bleu. Donc, m'assurer qu'on soit toujours quorum pour les projets de loi, m'assurer que des présences, justement, les absences, gérer tout ça. C'est un peu un rôle aussi de relations humaines. Donc, s'assurer que nos députés, qu'est-ce qu'ils vivent, autant personnellement que qu'est-ce qu'ils vivent dans leur circonscription, que ça fonctionne. S'ils n'ont pas besoin d'aide, ils n'ont pas besoin de formation supplémentaire, d'information. Puis, je vous dirais que ça me collait vraiment bien. Alors, quand on m'a nommé, au début, je ne savais pas c'était quoi, moi non plus, un whip. J'étais allée lire, j'ai pris mes informations. Mais j'ai dit oui, c'est vrai, c'est moi, ça. Juste avant d'être élue, je gérais les chantiers de construction, les corps de métier, les horaires. Donc, je travaillais dans un milieu d'hommes aussi. Donc, non, ça a été une belle transition. Puis, je me suis sentie comme un petit poisson dans l'eau. Donc, ça devait quand même représenter un bon défi au début, 75 députés, oui. Gérer les présences, les quorums, mais surtout leur dire un peu dans quelle direction il faut aller. Est-ce que rapidement, vous avez embarqué dans ce rôle-là facilement? Je vous dirais, ce qui a été le plus d'apprentissage pour moi, c'est tout le rôle législatif. Là. Donc, toutes les procédures législatives aussi, là, avec les adoptions de projets, toutes les étapes. Alors, quand on doit garder quorum, quand c'est l'opposition qui a le quorum, donc les débats du mercredi. Donc, ça a été vraiment ça qui a été le gros de l'apprentissage. Le reste, je vous dirais qu'en général, le fait que moi, je vivais moi-même d'être une députée, donc de m'adapter dans mon comté et tout, suite à ce que moi, je vivais en même temps que les autres, on se le partageait, l'expérience et tout. Mais on était tous nouveaux. Donc, chacun avait à apprendre, ceux qui étaient adjoints parlementaires avaient à apprendre leur métier en même temps que d'être député. Moi, j'avais à apprendre mon rôle. Donc, chacun on a appris, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti pour notre première session parlementaire. Et depuis le 4 décembre, vous avez siégé au bureau de l'Assemblée nationale. Encore une fois, bureau de l'Assemblée nationale, pour la majorité des gens, là, on a plus ou moins une idée de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est. On se rappelle que c'est formé de 5 députés du gouvernement, 4 de l'opposition et du président. Mais quel genre de décision ça prend, le bureau de l'Assemblée nationale? Le bureau de l'Assemblée nationale, c'est comme s'il gère l'entreprise de l'Assemblée nationale. Donc, quand il y a des agrandissements, comme là, on a le nouveau pavillon d'accueil. Donc, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui donnait le mandat, qui supervisait les budgets et tout. Puis c'est toute la gestion à l'interne de l'Assemblée nationale. Donc, la vérificatrice générale, protectrice du citoyen, donc ils ont des rapports à nous donner, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on a à gérer. Alors, il y a différentes étapes et on a des comités régulièrement, à peu près à tous les mois. D'ailleurs, on est à la fin, là, si je ne me trompe pas, des travaux qui... en tout cas, ça tire à sa fin tranquillement, les travaux qui sont faits à l'Assemblée nationale. Ils sont terminés, les travaux du pavillon d'accueil. Oui, c'est plus du paysagement extérieur là, que quand on est parti. Puis là, il y avait des nouveaux travaux qui devraient commencer parce qu'on veut rénover le parlementaire, le restaurant. Ouais. Donc ça, mais c'est pas encore tout
décidé, mais c'est quelque chose que ça fait plusieurs années, puis je pense qu'il y aurait besoin d'un peu de rafraîchissement. En tout cas, les photos qu'on a vues, c'est très, très beau, le nouveau pavillon d'accueil. Vraiment. On invite les gens à passer parce qu'effectivement, ça fait une bonne différence. J'aimerais parler un peu de la circonscription de Saint-François. On a abordé avec vous certains enjeux que la circonscription vit. Au début du mois de juillet, l'Association des locataires manifestait devant votre bureau pour exiger des actions concrètes en lien avec la crise du logement qui secoue le Québec. Est-ce que le gouvernement du Québec a un plan pour faire face à cette problématique-là du logement qui touche plusieurs circonscriptions, mais qui frappe particulièrement là, Sherbrooke et Saint-François? Bien, d'ailleurs, notre ministre, Mme André Laforêt, donc elle a procédé rapidement à octroyer pour les gens qui veulent appliquer là, pour avoir du soutien là, pour les logements, là, pour avoir une bonification, pour une aide. Donc, ça a été fait rapidement. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de projets de logements sociaux qui étaient sur la glace, qui n'avaient aussi pas été actualisés avec les coûts de construction qui sont réels, donc ils ne pouvaient pas se réaliser. Donc, il y a une mesure qui a été faite aussi en ce sens-là. Donc, ça a été bonifié. Donc, Mme Laforêt travaille vraiment rigoureusement et ardemment à ce qu'on puisse rattraper ce retard-là. Puis, on a des beaux projets qui s'en viennent dans Saint-François. Donc, j'ai hâte d'assister aux premières pelletées de terre, mais ça s'en vient. Parce qu'on sait qu'il y a 15 ménages qui n'ont pas pu trouver un logement à temps après le 1er juillet. Donc, ces projets-là, est-ce qu'on parle de moyen terme? Est-ce qu'on parle de long terme? Est-ce qu'on sent que dans Saint-François, il y aura une résolution de la situation qui va se faire rapidement? Bien, c'est sûr et certain que ça va se faire probablement dans ce mandat-ci. Là. Mm-hmm. Donc, il y a des projets que j'ai entendu parler. À savoir où ils ont rendu dans les étapes, je ne pourrais pas vous dire. Mais tout ce que je sais, c'est que tous les familles qui n'avaient pas de logement au 1er juillet ont été pris en charge. Donc, puis il y a eu des mesures qui ont été respectées. Et moi, à ma connaissance, dans Saint-François, il n'y avait pas de famille qui était... En réalité, tout le monde avait été pris en charge. Là. Il n'y avait pas personne qui était à la rue. Là. Avec le déploiement, entre autres, du supplément au loyer d'urgence. Oui. Un autre dossier qui, dans Saint-François, a fait beaucoup jaser. On sait qu'il y a 340 000 ménages au Québec qui n'ont pas accès aux services Internet qui répondent au minimum du CRTC. C'est une problématique particulièrement répandue dans les villes et villages du sud de l'Estrie, donc de Saint-François. Est-ce que vous sentez qu'il y a une écoute du côté du gouvernement pour répondre à la problématique ou de mettre des choses en place là, pour aider les différentes villes et municipalités et les entreprises à mettre l'Internet plus rapide et accessible? Bien, moi, je suis très fière. J'ai une MRC qui est très dynamique. Quaticook, là, je vous avoue, eux, ils étaient d'avant-garde, ils étaient déjà très prêts. Alors, eux, ça va bien. Là, il y a le déploiement de tactiques avec Fibrel, c'est ça? Fibril, voilà, Fibril. Donc, qui sont en train de brancher, là, ça va être, ils commencent par le lac Lister, là, donc les citoyens de Baldwin, puis après ça, ça va se répandre, puis on s'entend que, d'après moi, d'ici 2 ans, pas mal tout le monde va être branché avec la fibre. Donc, ça va très bien dans la MRC de Quaticook, qui ont été innovants. Ils se sont créés un organisme, puis c'est eux qui vont gérer ça. Pour les autres municipalités au Québec, il y en a d'autres aussi qui sont sur le même principe que Tactique à Quaticook. Mais pour ceux qu'au départ, ils s'étaient pas organisés avec la MRC, le gouvernement est en train de regarder avec les gros acteurs des télécommunications puis de l'Internet. Donc, M. Gilles Bélanger travaille, c'est lui qui est l'adjoint parlementaire, puis c'est son dossier. Il travaille très fort avec le ministère. Donc, je m'attends à ce qu'on ait des annonces au cours du mandat. Mais je sais que c'est un enjeu majeur et je l'ai moi-même vécu. En pleine campagne, en pré-campagne l'an passé, dans l'été, je m'étais loué au Mont-Hereford. Je m'étais loué un pod, puis en pleine montagne, puis il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone. Alors, on se sent isolé là, dans ce temps-là. On se sent très isolé, surtout quand on sait que notre chef vient le lendemain, puis qu'on doit arrimer Donc, je suis allée voir la propriétaire du camping, puis j'ai dit où je peux trouver de l'Internet, un téléphone, quelque chose. Puis là, elle m'a dit, descendez au village de East Hereford,
Puis elle dit, il y a un poteau avec un W dans le poteau. Puis elle dit, allez vous mettre vis-à-vis le poteau, puis vous devriez pogner de l'Internet. Je me sentais dans une émission des Arpents verts. Donc, vraiment, j'ai une photo à la preuve à l'appui que je suis devant le poteau avec mon téléphone à chercher de l'Internet. Et je l'ai envoyé à mon chef pour montrer comment il y avait une urgence dans les régions. Et même pour tout ce qui est un accident ou quoi que ce soit, de ne pas avoir de réseau cellulaire, c'est une problématique dans ces municipalités-là. Donc, alors j'espère bien que d'ici la fin, en tout cas de notre mandat, qu'on va avoir la majorité des Québécois qui vont être branchés. Et ça va aider aussi à avoir un pouvoir de rétention dans nos petites municipalités, dans nos régions. Parce que c'est sûr et certain que les gens qui veulent faire du travail à la maison ou quoi que ce soit, s'ils n'ont pas l'Internet, ben c'est difficile. Donc, voilà. Fait que c'est majeur pour notre économie. On a reçu une question d'un auditeur qui nous a écrit lorsqu'on avait dit qu'on allait vous avoir en entrevue, qui nous disait, on sait qu'avec la pénurie de main-d'œuvre vient souvent une difficulté pour les organismes communautaires d'avoir des bénévoles, d'avoir des gens qui viennent travailler pour eux, pour les aider, chose qu'on voyait peut-être pas il y a 5-10 ans. Est-ce qu'il y a une façon, à votre avis, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on peut se mettre des crédits d'impôt pour aider les bénévoles, ou est-ce que du financement pourrait être donné pour les groupes communautaires? Comment on fait pour conserver ce dynamisme-là du communautaire tout en s'assurant qu'on continue à avoir des bénévoles qui travaillent dans ce domaine-là? C'est sûr et certain que les bénévoles, peu importe le domaine, que ce soit dans le communautaire, même moi, dans mon comité d'action locale, c'est pas facile. C'est sûr et certain qu'il y a une génération que le bénévolat n'a pas fait partie nécessairement de sa culture. Puis les bénévoles, présentement, c'est une population aussi qui est vieillissante. Donc, il va y avoir une sensibilisation à faire auprès des gens pour vraiment que cette ressource-là, premièrement, il faut la reconnaître, il faut la choyer, la chouchouter, comme je dis. Mais il y a un travail à faire de sensibilisation pour le bénévolat. À savoir, les organismes, par contre, je vous dirais qu'on a des belles mesures qui ont été prises et ils ont eu un rehaussement de financement présentement. Donc, j'ai beaucoup d'organismes dans ma circonscription et même dans Sherbrooke qui ont vu leur financement du gouvernement qui a été même doublé donc, ils ont eu des enjeux majeurs qui vont leur permettre d'engager. Souvent, quelqu'un qui était bénévole, maintenant, ça va leur permettre de donner un salaire. Alors ça, c'est une façon qu'on peut les aider présentement. Puis, je sais que ça a été très, très bien reçu. J'ai beaucoup d'organismes qui sont venus me rencontrer ou qui m'ont envoyé un petit mot pour nous remercier. Ça fait longtemps que c'était attendu, cette aide-là. Puis, alors ça va les aider. Mais oui, il y a une sensibilisation à faire auprès de la population. D'ailleurs, moi, mes enfants, depuis leur jeune âge, étant donné que j'étais impliquée dans la rue principale, ils en ont fait beaucoup de bénévolat. Des fois, à contre-cœur, le samedi matin, mon fils, c'était difficile de sortir du lit pour aller ramasser des déchets puis des mégots de cigarettes. Il trouvait ça bien pas très intéressant. Mais c'était mon rôle de parent de les impliquer. Puis, je suis fière de voir qu'aujourd'hui, à l'occasion, ils vont s'impliquer bénévolement aussi lors d'activités. Donc, c'est important, cette sensibilisation-là, de l'importance du bénévolat. Autre sujet qui revient souvent lorsqu'on parle des enjeux du sud de l'Estrie, c'est la question environnementale. Un exemple, la plage de Sainte-Herménégilde a dû être fermée mardi passé dû à une contamination bactériologique. Un problème assez répandu dans plusieurs municipalités avoisinantes. Est-ce qu'on en fait assez au Québec pour protéger nos cours d'eau? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour protéger notre environnement, entre autres, quand on pense aux bassins versants qui sont souvent contaminés, est-ce qu'on a mis suffisamment de choses en place pour protéger nos cours d'eau? Il y a encore beaucoup à faire. Il y a des belles mesures qui sont faites, il y a des belles initiatives aussi de résidents qui restent sur les berges. D'ailleurs, je suis allée faire un tour de ponton sur le lac Lister. J'ai une invitation des citoyens puis du comité pour la préservation du lac qui, eux, ils ont déjà une initiative. Eux, ils se sont retroussés les manches puis ils ont engagé une ressource pour faire du porte-à-porte, sensibiliser les gens. Ils ont été chercher des subventions pour que les gens puissent se procurer les plantes, les arbustes qui vont pas couper la vue, mais qui vont aider à la santé du lac. Alors,
c'est des belles initiatives comme ça que je veux récompenser, que je veux sensibiliser notre ministre de l'Environnement pour encore les encourager et en inspirer d'autres. Donc, mais il faut qu'il y ait une prise en charge du milieu aussi. C'est pas juste les gouvernements qui vont donner de l'argent. Il faut que les gens soient sensibles à la réalité. Ils aiment être sur le bord d'un lac, mais il y a une responsabilité qui vient avec. Puis je pense que ça, il faut continuer à récompenser ceux qui ont les belles initiatives, puis il faut continuer à sensibiliser les autres. Mais je pense que et le gouvernement et les citoyens, il y a un rôle qui doit être partagé. Donc, mais il y a beaucoup encore à faire, oui, je vous l'avoue. Mais c'est bien que maintenant, on puisse savoir que l'eau est contaminée, puis que donc on va fermer la plage. Donc là, ça va encore plus sensibiliser les gens. Avant, on n'avait pas autant de mesures que ça. Donc, tu sais, on part de loin, hein? On a pris beaucoup de notre planète pour acquis. Maintenant, les jeunes sont très, très sensibles, mais il y a une certaine génération qu'on a encore à faire du travail. Puis je pense que c'est des petits pas à la fois que finalement, on va en faire des grands. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie, là. Je pense que les gens entendent le cri d'un peu partout sur la planète. Puis on est un gouvernement qui est pragmatique, mais qui est responsable aussi. Donc, il y a des mesures qu'on va prendre, mais il faut qu'elles soient réalistes. On n'est pas des pelleteux de nuages. Donc, c'est sur ces mots que, Mme Geneviève Hébert, merci beaucoup d'avoir accepté de me donner cette entrevue aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Ça a été vraiment agréable. C'est très, très intéressant. On espère vous revoir peut-être durant l'automne parce qu'il y a plein de sujets à couvrir super intéressants sur la politique provinciale. Ça va. J'attends l'invitation. Extraordinaire. Merci beaucoup. Geneviève Hébert, députée de Saint-François, qui est avec nous en studio. De notre côté, on va aller en courte pause musicale. Et au retour, on va continuer à parler du débat des armes à feu aux États-Unis.